Être femme, du coup, c'est différenciant parce qu'il y en a moins et donc du coup, on peut plus être invité ou parler de soi et on a plus de visibilité. Donc je me suis dit, plutôt qu'être frustrée, voilà comme un atout. Moi, je suis pas un profil business, je ne sais pas vendre. Et on me disait, non, en fait, dès le moment où tu arrives à convaincre, tu sais vendre, en fait. Pour vous, quelle est la différence entre réseau et piston? Bonjour et bienvenue à notre nouveau rendez-vous de Girl Squad. Girl Squad, vous le savez maintenant, c'est le rendez-vous 100% féminin de Startup Vie. On parle entrepreneuriat vu et vécu par les femmes. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, qui vous voudriez voir dans l'émission, les sujets que vous voudriez qu'on aborde. L'idée, c'est d'avoir la chance de recevoir des parcours inspirants, de parler des difficultés de l'entrepreneuriat en tant que femme, mais aussi et surtout des solutions pour entreprendre ou tout simplement pour dépasser ces difficultés-là. Aujourd'hui, on a décidé de parler du réseau. On sait que le réseau, c'est important quand on se lance, mais aussi quand on essaye de scaler, donc de faire grandir sa start-up. Le réseau, parfois on en a parce qu'on a la chance d'avoir un milieu d'éducation, un milieu familial, des connaissances qui nous permettent d'en avoir. Encore faut-il bien l'utiliser. Et puis parfois, on n'en a pas. Alors un réseau, ça se construit, heureusement. Et on va discuter de tout ça avec nos invités. On va d'abord évidemment faire un petit peu leur parcours avec elles, comme d'habitude, puisqu'il y a plein de choses à apprendre de vos parcours. Alors on a avec nous Amélie Allman, j'ai bien dit ? Tout à fait. Okay. Amélie, aujourd'hui, tu es à la tête de BeTuned. Ouais. Et puis on a avec nous Andrea. Andrea, toi, tu représentes les jeunes émers. Oui. Et tu as aussi lancé une boîte. Ouais. On va en parler un petit peu aussi. Donc voilà, double, triple casquette pour vous deux. Alors on va peut-être commencer avec toi, Amélie. Avec plaisir. Ta boîte aujourd'hui, c'est un projet relativement récent. Mais toi, par contre, l'entrepreneuriat, tu connais. Tu as un petit peu aussi porté toutes les casquettes. Explique-nous ce qui t'a amené à ce projet aujourd'hui, BeTuned. Au fait, oui, j'ai créé ma première boîte quand j'avais 26 ans, qui a grandi. Il y en a une deuxième, toujours dans le recrutement. Et puis, à un moment donné, je voulais faire autre chose. Je voulais vraiment continuer à innover. Et c'est comme ça, au fait, que j'ai décidé de recommencer à zéro et de lancer BeTuned il y a 3 ans et demi. Et donc, au fait, on évolue pas mal, parce qu'entre le début où on faisait de la vidéo puis des campagnes marketing digital, aujourd'hui, on lance un SaaS. Donc, c'est plein de challenges et hyper intéressant. L'idée, c'est de faire du matching, en fait, entre les candidats et les entreprises. Et vous utilisez la vidéo pour y arriver, c'est ça ? C'est un peu plus large que ça. Donc, en fait, on commence par aller chercher les talents là où ils sont. Tout d'abord, même avant, en fait, pour recruter les bons talents, il faut raconter une histoire, la sienne, son ADN, c'est la marque employeur. Puis, il faut chercher les candidats, en fait, là où ils sont avec le bon média, la vidéo, je ne vais pas vous l'apprendre. On fait des campagnes marketing digital pour aller les chercher sur TikTok, sur LinkedIn, Facebook, etc. Et puis, au fait, on va les convertir. Alors, ce qui est tout nouveau, c'est que là, on a lancé au fait un SaaS, donc un Software as a Service. Donc, on crée les sites carrières de nos clients, mais on crée vraiment depuis l'URL les contenus qui correspondent à la marque employeur, les photos, les vidéos, puis les campagnes pour aller chercher les talents et les convertir. Et derrière, au fait, on a un ATS qui permet au fait vraiment, avec de l'intelligence artificielle, de sélectionner les meilleurs profils et de faire tout le processus de sélection. Donc il y a du matching, mais il y a aussi de l'attraction et de la conversion. D'accord. Alors on parle de réseau. Ouais. Réseaux sociaux vient assez rapidement dans la conversation. Alors c'est pas ce qu'on entend par le réseau classique quand on parle d'entrepreneuriat. Mais là, justement, c'est tout un nouveau type de réseau à développer finalement. Tout à fait, oui. Pour moi, en fait, réseaux sociaux, je veux dire, les gens de la vie, on les retrouve sur les réseaux sociaux et il y a beaucoup de ce qu'on appelle du cross-média parce qu'on va rencontrer quelqu'un à un event et puis on va le connecter sur LinkedIn et puis le voir sur Facebook parce qu'on est devenus un peu copains. Donc, tout est un peu mélangé. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, tout le monde quasiment est trouvable. Et donc, dans le recrutement, c'est vrai que c'est un peu dépassé les job boards où on va chercher un job. Nous, on part du principe qu'on va chercher la personne sur le bon média, là où il est, pour essayer de lui parler et le convertir. On va revenir un tout petit peu sur ton parcours, si tu veux bien. Ouais. Tu nous as dit que tu as lancé ta première boîte à 26 ans. Ouais. Est-ce que pour toi, ça a toujours été clair quand tu faisais tes études que tu voulais devenir entrepreneur ? Absolument pas. Clairement pas. J'aurais jamais pensé à ça. Tout simplement, moi, j'ai fait la communication. Et puis, mon tout premier boulot, j'ai lancé le Quick de Louvain-la-Neuve parce que j'ai été étudiante pendant 6 ans dans un Quick.
Et moi, je voulais bosser, au fait. J'avais plusieurs petits boulots pendant mes études et tout ça, j'aimais bien ça. Et simplement, quand j'ai eu cette expérience-là, j'ai découvert le côté commercial que j'aimais bien, le côté un peu multicasquette, etc. Puis complètement par hasard, j'étais engagée dans une boîte de chasseurs de tête. J'ai eu de la chance qu'au bout de quelques mois, je suis vite devenue assez bonne dans ce que je faisais. J'ai eu plusieurs promotions, je suis devenue meilleure sales d'Europe. Et donc, du coup, il y a une espèce d'un peu d'effet entraînant qui fait « Waouh, j'aime ça, je le fais bien, je gagne bien ma vie. » Donc, du coup, je vais encore le faire mieux pour moi. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a donné un peu la légitimité pour te lancer, d'avoir une première expérience plus corporate et pour pouvoir après te lancer seule? Ça a été clairement un tremplin. C'était une grosse boîte américaine où à l'époque, je gagnais beaucoup de commissions. Et comme j'étais bonne, j'avais pas mal d'argent, donc j'ai pu économiser et créer ma première boîte. Je crois que c'est vraiment un peu le hasard et le directeur de l'Europe, au fait, est devenu mon associé, Sébastien Jacquin. Et je pense que c'est un peu certaines rencontres et certains alignements qui font, OK... Au fait, quand on s'est dit on va lancer notre boîte, j'ai pas réfléchi, c'était une évidence, je vais le faire. À l'époque, j'avais pas de charge, j'avais bien économisé, donc je pouvais le faire. Je me suis dit, je vais tenter, quoi. Donc tu dis, tu t'es lancé avec un associé. Ouais. On a pas mal parlé avec des entrepreneurs qui se sont donc lancés assez jeunes. On sait que c'est pas toujours évident au début de convaincre quand on est une jeune femme. Comment ça s'est passé pour toi? Je pense que ça m'a vraiment aidée d'avoir Sébastien parce qu'il avait 10 ans de plus que moi, il avait beaucoup plus d'expérience et de légitimité. Donc je pense que ça me rassurait. Après, on a bossé ensemble pendant 10-12 ans et à la fin, on s'était un peu éloignés sur notre drive. Pendant plusieurs années, ça m'a frustrée dans le sens où je fais jeune et donc... Parfois, on disait, c'est l'étudiante, ou on s'adressait à mon associé et pas à moi, qui avait 10 ans de plus. Et je le prenais mal. Puis après, je me suis dit, au fait, non, c'est une force. Parce qu'être femme, du coup, c'est différenciant parce qu'il y en a moins. Et donc, du coup, on peut plus être invité ou parler de soi et on a plus de visibilité. Donc, je me suis dit, plutôt qu'être frustrée, voilà comme un atout et certain. Et puis, le fait d'être jeune, dans quelques années, je serai contente. Enfin, d'avoir l'air jeune, plutôt. Donc, c'est toujours une question de mindset. Au début, je pense qu'on est frustré parce qu'on veut prouver, on se sent pas reconnu. Et puis, à un moment donné, on se dit, Tu penses que si tu t'étais lancée avec un associé de ton âge, il aurait vécu les mêmes... J'en ai aucune idée. Je sais que moi, en fait, je venais pas d'un... Enfin, j'ai économisé, j'ai lancé et c'était pas mon domaine de prédilection, quoi. Et donc, j'y connaissais rien en entrepreneuriat, en networking, etc. Et donc, j'ai découvert tout ça un peu avec beaucoup de naïveté. Donc, je vais pas réécrire l'histoire. Je pense qu'à l'époque, c'était rassurant et ça m'a aidée. Et on a été un super duo pendant des années. Et puis, à un moment donné, moi, j'ai voulu aussi prendre ma place différemment. Et peut-être que là, on avait après un but qui était différent, quoi. Et donc, on n'était plus alignés. Oui, donc là, vous avez vendu les 2 boîtes que vous aviez faites ensemble. Ouais. Et puis, tu as lancé maintenant Bitune toute seule. Oui. C'est ça. Et donc là, toi, tu le ressens comment dans cette nouvelle expérience, finalement, avec toutes celles que tu as accumulées avant, mais c'est totalement différent. Tu te sens comment par rapport à ça? Par rapport à quoi? Au fait de le faire seule maintenant et de... Au début, j'en avais vraiment envie, parce que j'étais aussi minoritaire dans l'ancienne boîte et c'est vrai qu'il y avait aussi parfois un côté frustration. Moi, j'avais envie je suis plus dans le change, apporter une valeur ajoutée, etc. Et à un moment donné, quand on veut tout le temps changer des choses et qu'on a un nom qu'on n'est pas aligné, on se dit, tiens, je suis frustrée, j'ai envie de faire les choses autrement. Donc, je voulais créer vraiment Bitune seule pour me confronter moi-même. Je peux le faire toute seule. C'était important. Et puis, à un moment donné, fatalement, il y a aussi vite des limites, quoi. Seul, c'est seul. Hein. On le sait, l'entrepreneuriat, c'est hyper hard. C'est compliqué. Donc, on n'a pas de sparring partner pour dire, OK, caisse de résonance, j'ai dur, c'est compliqué. Donc, c'est différent. Puis, les vacances, on ne peut plus avoir ne fût-ce que des vacances où on déconnecte. Je suis obligée de tout le temps bosser. Donc, c'est différent. Maintenant, je suis prête pour avoir d'autres associés. Si je rencontre les bonnes personnes. Je pensais que j'avais besoin de cette phase. Et puis, il y a eu un moment plus de frustration parce que seul, on est le moteur et on fait avancer différemment. Donc, on a besoin aussi d'autres moteurs et de bonnes personnes dans l'équipe. Ce qui est plus compliqué parce que quand on est en bootstrapping, recruter des profils seniors, ça coûte cher. Et donc, on a tendance à se mettre sur des plus juniors et donc, du coup, ça complexifie aussi l'histoire. Donc, il y a des avantages et des inconvénients.
Parfait, on va peut-être passer à toi, Andrea. Donc toi, c'est Andrea Kaloubi. Parle-nous un petit peu de ton parcours, de ce que tu fais aujourd'hui à la présidence des jeunes du MR et dans ta vie professionnelle. Oui, moi j'ai un parcours un peu atypique. Enfin, j'ai fait de la politique, mais à côté, en fait, je me découvre entrepreneur au fur et à mesure. Et en fait, j'aime bien. J'aime vraiment bien. J'aime vraiment bien. J'ai étudié les sciences sociales. Donc, je travaillais en CPS. Et à un moment donné, j'en avais complètement marre, en fait. J'en avais complètement marre parce que j'avais la sensation de me lever le matin et de faire vraiment exactement la même chose. Après, je savais que j'avais pour vocation de faire tout ce qui était un peu humanitaire, aider les gens et tout ça. Et à un moment donné, tu te sens juste épuisé parce que tu donnes toute ton énergie. En fait, à chaque fois que tu reçois des personnes, tu reçois les problèmes, tu reçois. Et à un moment donné, je me sentais complètement vidée. Et j'ai eu une boss géniale qui, l'année dernière, m'a aidée à prendre vraiment un tournant parce qu'à côté, je faisais plein de choses. Donc, j'étais super impliquée politiquement parlant. J'étais très, très impliquée au sein de mon parti. Je suis présidente d'une commission qui s'appelle Cohésion sociale. Et donc, du coup, j'ai pu faire un peu, entre guillemets, ce que je voulais par rapport à une thématique qui me touchait particulièrement à Bruxelles avec la jeunesse. Sur des thématiques comme les équivalences, les violences policières, d'autres thématiques qui sont pas très connues comme étant libérales, mais, mais voilà. En fait, ma boss, l'année dernière, je me sentais vraiment mal, mais dans le down total, et elle m'a aidée à prendre la bonne décision. Je travaillais dans un BAPA, donc bureau d'accueil de primo-arrivants, et elle m'a juste dit, écoute, là, t'es complètement éteinte. Au début, t'es arrivée, t'étais enthousiaste et tout, on te voyait, tu souriais. Maintenant, dans le temps de midi, t'es devant une série en mangeant un sandwich. Et je lui dis, je n'en peux plus. Je peux plus continuer comme ça, j'ai besoin de faire autre chose. Il y a plein de choses qui me sont aussi arrivées dans la vie qui m'ont permis de me dire, on n'a qu'une seule vie, il faut saisir les chances comme elles se présentent. Et j'ai pas mal de personnes aussi derrière, justement mon réseau, qui m'a beaucoup encouragée, qui me disait, mais Andrea, t'as un carnet d'adresses de malade, t'as un réseau de ouf, pourquoi tu l'exploites pas, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça. Et moi j'étais là, je disais, moi je suis pas un profil business, je ne sais pas vendre, je ne sais pas. Et on me disait, non, en fait, dès le moment où tu arrives à convaincre, tu sais vendre, en fait. Et je me disais, mais comment je vais me vendre moi? J'ai toujours réussi à vendre les autres ou à vendre, entre guillemets, des produits différents que ma personne. Et on me dit, mais dès le moment où tu fais une campagne électorale, tu vends ta personne, donc tu sais te vendre. Ouais. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai tout cassé. Mon contrat s'est terminé en novembre 2022. Et j'ai postulé pour aller aux Nations Unies à Genève. Et à partir de là, ça a commencé à démarrer, le réseau a commencé à s'agrandir. Et entre-temps, j'ai ouvert un cabinet de conseil où je fais vraiment tout ce qui est accompagnement sur, on va dire, dans la phase d'idéation d'un projet, communication politique et mise en relation entre différents partenaires. Et donc, du coup, en fait, mon réseau est ma clientèle. Donc, je n'ai pas, en fait, il y a des moments où on a une phase comme ça, où on doit aller chercher les clients. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens venaient vers moi parce que j'avais établi des relations avec eux, tout simplement. Et donc, du coup, les personnes me disent, je sais que tu es capable de faire ça. Et en fait, je suis complètement sortie, entre guillemets, du domaine social. Mais je reste quand même dans quelque chose plutôt social parce que, du coup, j'apporte quand même mon expérience et mon expertise parce qu'au final, j'ai construit cette expertise grâce à mon expérience professionnelle, mais aussi grâce à tout ce que je fais à côté. Et donc, j'ai aussi une agence d'événementiel. Je suis aussi dans le monde de la nuit. Donc, complètement différent. Je suis aussi dans le monde de la nuit, donc j'organise des soirées, mais j'organise aussi des boot parties, des summits, des forums, des choses comme ça. Et donc, je m'épanouis beaucoup plus. Quand même. Pas tellement éloigné parce que moi, je connais deux, trois choses, des événements que tu as organisés, etc. Et ça me semble quand même vachement en lien aussi avec la valorisation des services, on va dire, afrodescendants, donc des soirées, etc., à destination des personnes afrodescendantes, de manière à leur proposer des événements de qualité, là où on est parfois exclu à d'autres endroits. Donc, moi, je vois quand même, c'est pas totalement éloigné. Je trouve que en tout cas, moi, je vois le lien. Il est assez clair pour moi. Ouais, donc c'est un peu ça. Enfin, ça, c'est un peu mon parcours. Donc, passer du social à un peu tout ce qui est entrepreneuriat, business. Et du coup, cette année, j'ai été amenée à voyager beaucoup.
Et je me sens quand même beaucoup plus épanouie maintenant. Et je ne regrette pas mon parcours, mais des fois je me dis si je pouvais choisir, si je pouvais revenir à mes 19 ans quand j'étais en réto et on me demandait quel choix tu voulais faire d'études, je pense que j'allais plutôt faire des études aller marketing ou bien commerce extérieur ou business marketing, un truc comme ça, management. Je pense que j'allais plus me diriger vers ça. Finalement. Ouais. Alors, donc toi, tu as clairement fait de ton réseau un business. Oui. Quand tu es arrivé en politique, est-ce que c'est par ton réseau justement ou est-ce que tu l'as construit à partir de ton engagement politique? En fait, moi, j'étais déjà engagée à l'université. Donc j'étais à l'UCL à Mons. Et j'étais déjà très engagée. J'étais présidente de cercle, toutes ces choses comme ça. Et donc, du coup, à ce moment-là, je ne me rendais pas compte que j'étais déjà en train de construire un réseau. Mais j'étais déjà en train de le faire. Donc ça veut dire juste le fait d'organiser des petites activités au sein des différents cercles. On est amené à aller prendre des gens, des panélistes, des intervenants. Et en fait, il y a certains intervenants qui sont devenus des amis. Et de là, il y en a certains qui m'ont encouragée. Donc mes premiers stages professionnels, je les ai faits grâce à mon réseau. J'ai été toujours poussée en fait. J'ai été poussée par des personnes que j'ai connues quand j'étais super jeune et qui me voient un peu évoluer, j'ai envie de dire. Et lorsque j'ai fait de la politique, j'avais déjà un réseau. Et c'est un peu mon réseau qui m'a encouragée à le faire, parce que j'étais plutôt dans le réseau européen, où j'étais ambassadrice de la diaspora à l'Union européenne. Et je m'étais dit, on me disait, mais en fait, tu as une voix, tu sais parler, tu sais dire ce qui te tient à cœur, donc pourquoi tu t'engages pas un peu plus? Donc j'ai expliqué que j'ai été engagée en 2012, mais après, c'était boring. Donc, j'étais partie. En fait, quand je m'étais engagée en 2012, c'était vraiment pour tester, quoi. Parce que moi, je suis une fonceuse, en fait. Je fonce et après, après je me dis, bon, ouais, j'ai essayé, au moins, j'ai essayé. Et donc, c'est un peu ce réseau-là aussi qui m'a dit, ben, écoute, engage-toi. Et j'ai eu un appel de quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Écoute, on aimerait bien te mettre sur la liste. Donc, j'avais eu 2 propositions à l'époque d'être sur 2 listes différentes. Au début, j'en avais choisi une, et puis, comme je vous ai dit, je suis un peu une fonceuse sans réfléchir, mais parfois, c'est pas bien non plus. Et puis après, je me suis un peu arrêtée 2 secondes pour un peu regarder où est-ce que ça me menait. Puis finalement, j'ai décidé de choisir l'autre, parce qu'ils étaient aussi un peu derrière moi, mais viens. Et au final, j'ai quand même choisi les autres. Et j'ai fait la campagne, quoi. J'ai fait la campagne. Et en fait, en faisant la campagne, je me suis rendu compte que j'étais vraiment soutenue par des personnes que je connaissais depuis mes secondaires, depuis à l'université, que j'ai rencontré à Louvain, que j'ai rencontré un peu partout. Et je me suis rendu compte, en fait, il faut toujours bien être avec les gens. Il faut être bien avec les gens parce qu'on ne sait jamais à quel moment la personne, elle pourrait être utile ou être une aide pour toi. Et donc, je m'assure d'avoir toujours des bonnes relations avec un peu tout le monde. Bon, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, je m'assure d'avoir des bonnes relations, des relations correctes avec tout le monde. On va revenir un peu à notre thème, qui est effectivement le réseau. Tu viens d'en parler déjà pas mal. On va peut-être... voilà. Ce que je retiens déjà de ton expérience, c'est le réseau, ça se fabrique très jeune. Ça démarre ça effectivement aussi par l'associatif, ça démarre par les thématiques qui nous tiennent à cœur, dans lesquelles on peut s'engager. Et petit à petit, voilà. On va partir de ce que je disais en intro, d'une situation peut-être assez basique. Imaginons que moi, je veuille me lancer dans l'entrepreneuriat, là, maintenant, tout de suite. Alors moi, j'ai eu une carrière très corporate. J'ai travaillé dans une seule entreprise, RTL, pour ne pas la citer. Donc j'ai un réseau, mais qui n'est pas un réseau qui pourrait vraiment m'aider dans l'entrepreneuriat. Je veux me lancer. À quoi ça me sert d'avoir un réseau et comment est-ce que je commence à me le constituer, puisque je n'ai pas fait, moi, tout l'associatif, etc., que j'aurais dû faire il y a des années. Quels seraient vos conseils? Peut-être Amélie Le réseau, pour moi, c'est hyper utile. Une fois qu'on a compris, au fait, la puissance, je pense que ça devient, en fait, ça devient un mécanisme, on ne réfléchit plus. Le recrutement, c'est un métier de réseau, c'est peut-être assez similaire, c'est que on cherche des candidats, on cherche des clients, les candidats deviennent des clients, etc. Et simplement, en fait, ta question, donc, te lancer dans l'entrepreneuriat, si tu as un réseau, tu vas facilement en fait, poser des questions, tiens, je veux tester ça, qu'est-ce que tu en penses? Ou aujourd'hui, par exemple, chez Bitune, j'ai pas de sales. Et tout se fait par bouche à oreille. Donc, grâce à mon réseau, je mets sur les réseaux sociaux, j'ai des gens qui me contactent spontanément, je fais quelque chose pour un client, j'ai des concurrents ou d'autres boîtes qui me contactent. Et donc, c'est vraiment, il y a un effet d'emballement grâce aux réseaux sociaux, grâce au réseau.
Donc pour moi, c'est hyper puissant. Là, je lance un nouveau service, je vais contacter des personnes. Si tu as directement les bonnes personnes à qui tu peux poser tes questions, tu gagnes des années. Et si tu es tout seul chez toi à réfléchir à un business ou que tu te poses des questions, souvent, en fait, tu vas en parler, tu vas confronter des idées, tu vas avoir quelqu'un qui a déjà testé ou qui est expert dans un truc, tu gagnes à tous les niveaux, quoi. Donc pour moi, c'est hyper stimulant. Puis c'est gai, quoi. T'es challengé, tu rencontres d'autres boîtes, Ce que j'entends dans ce que vous dites aussi depuis le début, c'est qu'il y a vraiment une grosse porosité aussi entre le réseau, parce que souvent aussi on pense à des réseaux professionnels. Moi, quand j'ai voulu me lancer, je me suis dit il faut que j'aille à certains endroits, rencontrer certaines personnes, etc. Mais en fait, ce que vous dites aussi, c'est que tout le monde potentiellement, toutes les personnes qu'on rencontre à n'importe quel moment de notre vie peut faire partie de notre réseau, etc. Donc il y a vraiment cette idée que un ami peut devenir un client peut devenir un ami, etc. Et je pense que c'est quelque chose d'important pour les entrepreneurs de pas se... Oui, c'est important, j'imagine, de fréquenter des réseaux d'entrepreneurs, par exemple, ou de futurs entrepreneurs, mais aussi de considérer finalement toute personne qu'on rencontre comme potentiellement part d'un réseau, en tout cas qui pourrait nous aider ou nous apporter quelque chose, quoi. Mais je pense que c'est aussi une question de personnalité. Moi, je suis assez sociable et au début, j'étais très très timide et je comprenais pas le réseau. J'ai été à 2-3 events et je me disais, c'est des vendeurs, je sais pas moi, de caméras de surveillance, c'est pas mon trip. Et puis après, j'ai commencé à y aller à des events, mais sans attente, en fait. Juste rencontrer des gens, écouter leur parcours, comprendre. Et quand on n'a pas d'attente, je pense qu'on peut pas être déçu et on fait des chouettes rencontres. Et puis, au fait, les choses se mettent. Et pour moi, en fait, si tu donnes beaucoup, tu reçois beaucoup. C'est comme c'est dans la vie. Et l'entrepreneuriat, c'est quand on parle parfois de privé, pro. Pour moi, il n'y a pas de différence, en fait. Je suis comme je suis dans ma vie privée, dans ma vie pro. Et donc, quelqu'un que je vais rencontrer peut devenir un client, un ami, va m'aider, je vais l'aider. C'est un peu Parce que le côté réseau professionnel, c'est aussi une question d'entretien de son réseau. Plutôt sociable et... Il y a un bouquin, je sais plus le concept, c'est genre dans une armée, t'as une centaine, je sais plus le nombre en fait, mais bon, il y a genre 100 personnes et je crois que c'est le nombre maximum que tu sais entretenir. Au fait, quand tu reprends un peu de recul, tu te rends compte que dans ton réseau, t'as des nœuds, des gens en fait qui parlent de toi, qui t'amènent du business ou qui t'amènent des gens sans parfois que tu le saches. Et simplement, en fait, si tu les identifies, tu sais que c'est des gens en fait, que tu vas peut-être un peu plus chouchouter si c'est un côté professionnel. Je dis pas que ça doit pas être authentique et spontané, mais je veux dire, tu sais aussi qu'il y a des gens qui t'aident. Et donc déjà, ça, en avoir conscience. Et puis, simplement, quand quelqu'un t'aide, le remercier, lui envoyer, je sais pas moi, un petit cadeau, une petite lettre, un petit mot ou... Enfin, je veux dire, tout ça, en fait, et en même temps, ça crée de la visibilité. Enfin, c'est un peu... Est-ce que vous diriez que ça fait partie, en fait, du job d'un entrepreneur, au même titre que d'autres parties de la fonction? Complètement. Ça fait complètement partie. Enfin, par exemple, moi, si j'ai organisé Black Panther à l'Atomium et on a fait un sold out et il y avait 315 personnes. J'ai envoyé aux 315 personnes, merci d'être venu personnellement. Ça me prend du temps, mais je pense que chaque être humain a besoin de ce sentiment de reconnaissance. Et quand tu lui apportes cette reconnaissance, même infime, elle se sent bien. Procurer du bien aux gens, eux, ça leur permet de créer une confiance avec toi. Alors moi, non, je ne suis pas comme ça avec mon téléphone en train de parler à tout le monde. Mais voilà, s'il y a quelqu'un qui souhaite me voir ou qui veut passer du temps avec moi, même si je ne suis pas ultra proche de la personne, je vais prendre du temps pour cette personne. Et c'est pour moi construire son réseau, même si on n'a pas... Moi, au départ, je pensais que je devais absolument rester dans un monde politique. Et en fait, de base, je me suis dit, je vais rester dans ce monde politique et entrepreneuriat, donc je faisais tous les events. J'y allais à mon portefeuille, ça y allait aussi. Donc j'allais tous les events possibles, entrepreneuriat, afro, machin, tout ce que tu veux, j'y allais.
Et à un moment donné, j'ai dit, en fait, Andrea, tu vas pas tenir. Hein. Tu vas pas tenir, c'est fatigant, c'est épuisant. Il faut que tu vises, que tu cibles exactement pourquoi tu veux aller là, qu'est-ce que tu attends de ça. Alors maintenant, c'est s'il y a un événement, il y a une personne qui m'intéresse et que je ne l'ai pas dans mon réseau direct, ben, je me dis, je vais pas pour que lui et moi on soit proches, mais je veux pour qu'elle voie mon visage. Dès le moment où la personne voit mon visage, je sais que je suis grande, je mesure 1m82, tout le monde se rappelle de moi. Donc, il faut que je me serve de ça. On m'a toujours dit, t'es trop grande. Et au final, être grande, ça te fait remarquer que tu le veuilles ou pas. Et donc, du coup, quand je vais et que je vois la personne, elle m'a vue une fois. Donc, je me dis, la prochaine fois que je retourne, elle va se rappeler de moi. Je vous ai pas vu quelque part. Mais si, c'est moi, Andrea. et du coup, construire son réseau, il y a aussi ce truc où... Oui, donc il y a quand même un peu... C'est funny, c'est une stratégie. Ça doit quand même être un peu... je dirais pas calculé, mais pensé. Mais je trouve aussi qu'en Belgique, c'est un peu plus compliqué qu'ailleurs. Je trouve que les réseaux qui m'ont le plus apporté, même si franchement en Belgique, beaucoup de personnes, mais en France par exemple, ils ont aussi un autre mindset. Ça dépend aussi du mindset des gens. Quand tu viens dans un endroit, il y a des personnes, elles n'hésitent pas à venir vers toi en disant « Salut, moi je suis telle » et du coup, tu as envie de faire comme ça. Et moi au départ, j'avais peur de me rendre seule et je suis quelqu'un, comme je vous ai dit, je fonce. Donc, il y avait des moments où j'allais avec une personne, une amie ou quoi. Après, je me suis rendu compte, en fait, Andrea, toutes tes amies, elles n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que toi. Et tu ne pourras pas toujours embarquer quelqu'un comme un sac à main. Donc, va toute seule. Et après, lâche-toi. De toute façon, tu n'es pas timide. Juste reste calme, observe et vois avec qui tu peux t'entretenir. Et au final, ça coule de source, ça va tout seul, en fait. Et je fréquente vraiment plein de réseaux différents. J'ai un réseau ça où... exactement. J'ai un réseau où c'est des personnes plus de la nuit. Puis moi, je suis quelqu'un... je suis facile à vivre, en fait. Je ne suis pas quelqu'un de très compliqué à vivre. Mais donc, j'ai un réseau plus de la nuit où... quand je vais arriver, hey, ça va, ça check et tout, nanana. Il faut savoir aussi s'adapter. Et puis, un autre réseau, c'est bonjour. Et puis, un autre réseau où tu ne vas pas parler de politique parce que les gens, ça ne les intéresse pas, mais tu vas plutôt parler de tout ce que tu fais en termes humanitaires ou social parce que ça leur parle plus. Il faut aussi sentir la fibre dans les endroits où tu es et construire ce réseau par rapport à ça. Il y a des personnes qui sont très focus sur l'afro-entrepreneuriat, donc ils veulent voir des personnes afro-descendantes réussir parce que ça leur tient à cœur. Mais ces personnes-là, tu vas aussi leur expliquer ce que tu fais. Comme quand tu es dans plusieurs secteurs, tu peux exploiter ces différentes choses, en fait. Et je pense que construire son réseau, c'est pas forcément aller dans le secteur dans lequel on travaille ou dans lequel on est, c'est aussi pouvoir explorer les autres réseaux. Aujourd'hui, je connais Diane, on n'est pas du tout dans le même secteur, mais je la suis, j'admire ce qu'elle fait, je regarde, je lui envoie des petits messages, c'était pas calculé. Mais je veux dire, quand il y a des gens aussi que j'aime leur travail, parce que je regarde aussi ce que les autres font, pour aussi moi m'inspirer, pour me dire mais comment elle a fait, comment est-ce qu'il s'est passé. Et les gens ils te donnent des conseils. Il y a des gens qui sont assez bienveillantes, qui vont dire écoute moi j'ai fait ça, j'en suis arrivée là comme ça, c'est un peu parfois difficile. Je dis pas que je débarque dans le monde d'entrepreneuriat, mais c'est quand même récent pour moi. Donc je prends aussi les expériences des autres, j'essaye de prendre le plus possible. Et ça fait partie de la construction de son réseau. Prendre l'expérience des autres, essayer de s'instruire par l'expérience de l'autre, ça fait partie de la construction de son réseau. Et je pense que les relations humaines, les gens sont complexes, mais il y a des bases en fait. Et quand tu as compris certaines bases, il y a des choses qui te réussissent. Alors, j'entends, on prend des expériences partout, on ne se limite pas au secteur dans lequel on veut se développer et on n'hésite pas à être curieux, à aller justement vers les gens, à discuter. Ce que j'entends aussi, c'est que on se raconte en fait. Là aussi, il y a sans doute une skills, une compétence à apprendre et à en tout cas à tester. Là aussi, j'imagine que ça fonctionne par essai et erreur. Toi, tu dis on se raconte différemment selon le groupe finalement à qui on parle. Tu nous parlais, toi, du réseau qu'on peut construire sur les réseaux sociaux et en direct. J'imagine que là aussi, il y a une façon différente de se raconter pour y arriver. Entre les réseaux sociaux et la vraie vie, entre guillemets. Oui, on sait que les réseaux sociaux, il y a toujours un peu une mise en scène où on veut se montrer sous son bon jour. Mais pour moi, peut-être pour revenir à la question que tu avais tantôt, l'entrepreneur, c'est le premier vendeur d'une boîte, le founder. Et donc, du coup, le fait d'aller dans des events, en effet, tu te racontes et tu vas pouvoir en fait développer ton skills, ton aisance. Au début, c'est pas facile. Et puis au début, tu arrives, tu connais personne. Et puis après, à force de faire des events, tu connais des gens, tu croises dans d'autres events, etc., etc. Et donc du coup, ça devient beaucoup plus naturel et beaucoup plus facile d'accès, au fait.
Mais oui, pour moi, en fait, il y a toujours une résonance entre ce qui se passe j'allais dire, dans la vraie vie, dans les events. Et puis, au fait, ce qui se passe vraiment sur les réseaux sociaux, ça fait écho, tu touches d'autres personnes, un autre public, c'est plus large. Et donc, au fait, ça continue un peu l'expérience, j'allais dire, réelle, quoi. Moi, j'ai une question aussi un peu... Pour vous, quelle est la différence entre réseau et piston? Parce que c'est ça aussi, souvent, on peut se dire, ah oui, mais cette personne est arrivée là parce qu'elle est pistonnée. Alors, quelle est la différence finalement? Est-ce qu'il y a une différence entre... Moi, je pense que c'est le fait de favoriser ou de pas regarder les compétences, de juste placer une personne parce que c'est cette personne et non parce que la personne est compétente. Là où le réseau, on est censé être entre pairs, plus ou moins. Enfin, non, pas toujours, parce que tu peux avoir des mentors. Le mot piston implique un biais. Enfin, je trouve pour moi, c'est comme s'il y avait eu un biais de favoritisme. Enfin, tu vois. Ça, oui, tout à fait. Le réseau, ça peut aussi le faire. Je crois que tu avais dit un biais. Ouais. Non. Il y a un biais que, c'est pas choisi, c'est limite imposé, quoi. Je pense que le réseau favorise aussi, on va plus bosser avec toi parce que pour moi, c'est aussi une question, on t'aime bien bosser avec toi, tu vois. C'est compliqué ta question. Je sais pas parce trop. qu'on sent qu'on est quand même un peu à la frontière là. Alors on sait qu'avoir du réseau c'est important. On vient d'en discuter. Un réseau ça peut se construire. On sait aussi quand même que si on vient d'un milieu entrepreneurial, si on vient de hautes écoles de commerce, etc., on a déjà des bases solides qu'on a peut-être moins à construire. Est-ce qu'il y a une injustice là-dedans? Est-ce qu'il y a des biais? Et justement, comment est-ce qu'on peut les dépasser? Parce que finalement, on est tous nés quelque part avec des avantages, des inconvénients, certains plus d'avantages que d'autres. Mais bon, voilà, l'idée de cette émission, c'est un peu justement de pouvoir dépasser tout ça. Voilà, c'est marrant ce que tu dis parce que j'y ai pensé justement il y a quelques jours. Moi, je viens pas du tout de ce milieu et j'étais pas trop prédestinée à ça, clairement. C'est un peu le hasard qui fait que je me suis donné l'opportunité, que ça marchait et que du coup, tu es dans un cercle vertueux. Donc, je m'élève socialement par rapport à d'où je viens et je suis pas du tout née dans un milieu favorisé, etc. Donc, je pense qu'au fait, moi, j'avais beaucoup plus faim. Et quand je bossais, moi, je devais avoir de l'argent, tu vois. Et donc, je pense que tu as faim autrement et que tu te donnes les moyens de réussir et que tu as peut-être plus de hargne ou de motivation, que tu peux pas échouer, quoi, tu vois. Même chose, moi, 100 ou 500 €, c'est de l'argent, tu vois. J'y donne de l'importance et donc, je vais aller par essai-erreur, mais je vais pas aller commencer à clasher de l'argent ou quand je vois tout ce qui est entrepreneuriat, levée de fonds et tout. Moi, ça m'empêche de dormir. Donc, je pense que tu vois les choses autrement, positif, négatif, chacun son histoire. Et peut-être que tu as de la chance parce que tu as un réseau qui t'est donné directement, qui est peut-être plus pistonné. Et de l'autre côté, peut-être tu te crées les choses, tu découvres et peut-être que tu te forges. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je suis pas... pour moi, être pistonné, c'est pas mauvais. Enfin, c'est pas quelque chose de négatif. Parce que j'étais plein de fois pistonnée, non mais... Voilà. C'est comme ça. On aime qu'on parle franchement. Non, mais en fait, pour moi, être pistonné, non, c'est... Enfin, être pistonné, parfois, tu as juste besoin d'un bon coup de pouce, quoi. C'est vrai aussi. Je viens d'une famille où mon grand-père a été politique. Enfin bref, je viens d'une famille quand même... voilà, on est bien au Congo. Mais je m'étais jamais vraiment rendu compte, en fait. Je m'étais jamais vraiment rendu compte. C'est juste une fois où... Voilà, j'ai décidé d'aller au Congo pendant 2 mois et que j'ai souffert pour avoir un rendez-vous avec une personne. Et je racontais à ma grande sœur, qui, je sais pas, dans une conversation, l'a raconté à mon père. Et mon père m'appelle et me dit, pourquoi tu m'as pas demandé? Tu le connais? Et il me dit, ben oui, on se connaît depuis tel endroit, tel machin. Et là, j'ai dit, mentriant. Tu t'es épuisée, tu t'as transpiré. Alors que tu suffisait de demander. Mais c'est simple en fait. Parfois, pour moi, je trouve que le piston, c'est pas mauvais. Quand je finissais mes études, j'avais besoin d'un stage. Et franchement, j'ai galéré à trouver. J'ai vraiment galéré. Je pense que j'ai envoyé 50 lettres de motivation. Et j'en pouvais plus. Je barrais comme ça les refus sur mon carnet. Et une personne m'a dit, écoute, je vais appeler telle personne. Et tu vas voir si tu peux le rencontrer. Moi, le job que je vais faire pour toi, c'est de te mettre en relation. Le reste, c'est à toi de jouer. Donc pour moi, le piston,
quand tu es la bonne personne, tu as les bonnes compétences dans le bon endroit, tu corresponds. Et puis voilà, parfois le piston, c'est juste le coup de pouce dont tu avais besoin. Parce que des fois, on galère sur des choses. Et le coup de pouce est là pour essayer de te permettre de moins galérer. Et moi, je pense que le réseau contribue à te donner du piston. Mais ce piston, en fonction de tes compétences, de ton expertise, peut te servir également à obtenir certaines choses, quoi, en termes professionnels. Donc, parfois, c'est pas négatif du tout, quoi, parce que après, ça dépend aussi dans quelle optique on est, de quel milieu on est, dans quel circuit on est, parce que parfois, tu peux être, voilà, il y a des gens qui veulent se lancer dans un secteur particulier, mais ils sont d'une famille qui sont plutôt dans ce secteur-là, et du coup, la famille ne sait pas du tout les aider, ne sait pas du tout les soutenir. Et s'ils rencontrent quelqu'un d'autre qui sache l'aider et qui sache le propulser, parce que parfois on a juste besoin d'un coup de pouce pour être impulsé, mais après le coup de pouce, c'est pas le coup de pouce qui fait tout le boulot, quoi. Le piston, c'est pas eux qui font tout le boulot. Donc tu peux être pistonné quelque part, mais quand t'es nul, quoi. Donc moi je pars du principe que si t'as les compétences et que t'as un coup de pouce, il y a rien de mal à accepter le coup de pouce, quoi. Et pas question du coup de renforcer son syndrome de l'imposteur, quoi. Non, franchement, il n'y a pas de culpabilité à avoir parce que tu as un peu été aidé, quoi. Enfin, franchement, non, je trouve qu'on doit arrêter de se culpabiliser pour des trucs. Oh, j'ai été aidé, merci, c'est tout. Et puis, c'est peut-être là, pas la différence, mais c'est peut-être effectivement dans l'après, avoir été aidé, c'est super. Et peut-être c'est ça aussi, de pouvoir le reconnaître, de rendre, entre guillemets, tu vois, cette gratitude, etc. C'est peut-être là que c'est différent qu'un truc un peu sous la table, et après on n'assume pas qu'on a été aidé. C'est ça. Ouais, peut-être que c'est qui le fait, pourquoi il le fait, et qu'est-ce que tu apportes là où on te le fait, en fait. Donc ça veut dire, il y a des personnes qui peuvent te pistonner parce qu'elles estiment que franchement, je te vois bien là, et je sais qu'on recherche, et je connais très bien la personne, et je te vois très bien à cette place-là. Et si la personne, elle te fait un piston, voilà, j'ai envie de dire tant mieux, et c'est bien parfois, enfin, faut pas avoir honte de ça. Après, ça dépend aussi comment ça se passe, tu vois, donc si ça se passe de manière bizarre, c'est toi et toi-même, quoi. Moi, chacun fait des choses en âme et conscience, en fait, hein. Donc ça dépend aussi dans quelles circonstances, le contexte. Comme j'expliquais, moi j'ai galéré, alors que j'aurais pu aller chercher l'aide, il se trouvait juste là, il était dans mon salon. C'est vrai, des fois il suffit de demander pour obtenir, et c'est vrai que ça c'est aussi quelque chose qui est important, qui n'est pas de toujours savoir. simple à faire et qu'il faut apprendre à faire aussi. Exactement. On veut tous être des self-made, en mode... Non, mais... Non, elle veut pas dire. Mais il y a ce truc où on veut être self-made, mais on peut être self-made en étant aidé, hein. De toute façon, oui, ça c'est vrai aussi, c'est un truc des fois je me dis pour parler de l'image que certaines personnes se donnent sur les réseaux, etc. Des fois ça me fatigue un peu ce truc-là aussi, je trouve qu'il y a un manque d'honnêteté, je dirais, tu vois, par rapport à certains discours. Et je pense que c'est effectivement important de pouvoir reconnaître l'aide qu'on a eue. Et je pense que personne ne se fait seul. Et donc, oui, toute cette glamorisation de self-made et tout, des fois, je suis un peu là. Oui, bon, ça serait bien de remettre un peu dans le contexte aussi. Un peu d'humilité, d'authenticité. Voilà, c'est bien, un petit peu, clair. une petite dose. Mais je pense que c'est surtout aussi pour moi une histoire de rencontre. Tu as des gens qui vont t'aider parce que tu te rencontres au bon moment. Il y a des histoires de vie. À un moment, tu la rencontres, c'est la personne dont tu avais besoin à ce moment-là qui va un peu te prendre sous son aile. Et puis, tu vas le faire aussi avec d'autres. Et c'est tu donnes, tu reçois. Et pour moi, c'est la vie, quoi. Mais comme on dit, il n'y a pas en tout cas, moi, je dis ça. Il n'y a pas vraiment de hasard aussi. Même quand on a l'impression que c'est le hasard, j'imagine que quand on se met dans un mindset, comme vous nous l'avez un peu décrit, comme tu l'as dit, quand on veut, etc., tu te mets aussi dans certaines dispositions qui fait que certaines rencontres peuvent paraître hasardeuses, mais finalement, tu t'es mis dans une position où c'était possible. J'essaye, moi, de rester open. Parfois, en fait, tu as des contacts. Je suis pas parfaite, hein. Parfois, j'ai des contacts de gens qui veulent me rencontrer, puis j'oublie, parce que tu reçois trop de messages aussi sur trop de médias. Mais il y a parfois des super rencontres que tu t'y attendais pas. En fait, tu as un rendez-vous et tu t'as accepté, puis tu te dis, mais qu'est-ce que je vais foutre? Puis en fait, c'est génial. Et puis, tu rencontres plein d'autres choses. Enfin, tu vois, il faut se donner aussi l'ouverture, en fait, de ne pas se renfermer, quoi. C'est un truc auquel tu es attentive, toi, Amélie, à te dire, ok, maintenant, voilà, moi j'ai acquis de l'expérience, je vais aussi rendre un petit peu, entre guillemets. Oui, clairement, bien sûr, ouais. Je sais que tu as aussi investi, par exemple, donc il y a une vraie réflexion chez toi là-dessus.
Ben oui, moi je pars du principe que, ben, comme tu dis, il y a des coups de pouce, il y a de la chance, et on se doit se créer cette chance, mais quand elle est là, il faut la saisir, mais il faut aussi pouvoir aider si on peut. Ben, simplement, quand j'ai vendu Across Solutions Europe, ben, j'ai commencé à investir parce que je voulais comprendre, j'allais recréer, je voulais comprendre comment fonctionnait un investisseur, puis je me suis dit, ben, tiens, j'ai un peu d'argent, ben, je vais investir dans des startups, ça va aussi les aider, et puis c'est un peu comme si je redonnais un peu de la réussite que j'avais eue. Puis je voulais aussi rentrer dans des conseils d'administration, dans des boards, pour voir comment ça fonctionnait. Donc j'avais aussi un intérêt. Et pour moi, je grandissais et puis j'allais faire grandir d'autres personnes par mes conseils. Mais comme ça, c'est un peu à tous les niveaux, quoi. Ouais, on est de nouveau dans une idée de donnant-donnant, quoi. Ouais, pour moi, c'est hyper important. C'est que je me construis, en fait, par les rencontres et c'est comme tu donnes la chance à un junior, tu le formes, il va grandir avec toi et il va te faire aussi grandir. Ce qui est difficile, je trouve, c'est que dans ton quotidien, parfois, tu es tellement full et tu as tellement de pression, de stress, tu as du boulot et puis tu as des gens qui veulent te rencontrer et puis tu te dis, tu peux pas toujours dire oui à tout. Donc ça peut paraître un peu arrogant ou pas sympa, mais tu dois aussi... toi, ton temps, il est limité et tu peux pas tout faire. Et en même temps, parfois, tu as des moods où tu es moins open, et puis tu en as d'autres où tu l'es plus, et puis tu vas faire de super rencontres. Et je trouve que c'est comme ça des cycles en fonction de ta... Sur un autre plateau, on parlait beaucoup d'intuition. Ouais. Et donc, je pense que c'est un peu... Je ressens un petit peu ça dans ce que tu dis aussi. C'est-à-dire que il y a des moments, tu vas être déjà dans un certain mood, ou en tout cas assez ouverte. Et puis, voilà, tu vas sentir aussi les personnes et tu vas... ça va se faire ou ça va pas se faire. Avant le Covid, je faisais beaucoup. Et j'ai fait aussi beaucoup du mentorat, du coaching. J'étais aussi dans un réseau de femmes chefs d'entreprise pendant des années. Donc, j'ai beaucoup donné. Et c'est vrai qu'avant le Covid, j'avais un peu le sentiment d'être épuisée, au fait. Ça m'apportait plus, au fait, le peps et le dynamisme. Donc, je me suis dit, j'arrête tout ça. Et puis, il y a eu le Covid, c'est vrai qu'on s'est plus renfermé. Puis, j'ai eu un bébé. Et puis là, je recommence à faire des events et tout. Et ça m'apporte beaucoup de... ça me donne vraiment du peps, quoi. Et des events à nouveau dans des réseaux pour les femmes entrepreneurs ou... Pas spécialement, en fait. Moi, je trouve que je rencontre autant de gens, chouettes personnes. Les deux sont intéressants, mais je suis pas discriminante à me dire que je veux rencontrer que des nanas ou que des mecs. Il y a des belles rencontres partout, en fait. Fatalement, l'entrepreneuriat féminin, c'est une cause qui me tient hyper à cœur. Mais dans d'autres réseaux, en fait, quand tu mixes plein d'autres réseaux, tu as plein de richesses ailleurs. Et souvent, moi, je trouve, après ta journée, si c'est le soir, t'as pas envie, t'es fatigué, t'as envie d'aller retrouver ton bébé. Et puis, je trouve que t'y vas et ça t'apporte plein de choses, quoi. On va peut-être passer au piment. Merci en tout cas déjà pour tous ces conseils. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont ressorties de cette discussion. On va donc passer à la partie piment. Vous le savez si vous regardez déjà l'émission, l'idée est d'inscrire sur ces petits piments une phrase qui vous a marqué dans votre parcours professionnel. Ça peut être en bien, ça peut être en mal, ça peut être lié à votre condition de femme, on va le dire comme ça, ou pas forcément. Voilà, vraiment un élément qui a donné un petit kick à votre carrière d'une façon ou d'une autre. Nous sommes tous des diamants bruts. Ce qui compte, c'est comment tu te tailles. C'est toi qui as écrit ça. Joli, hein? C'est joli. Alors, C'est un ami qui m'a explique-nous. dit ça. Voilà. C'est un ami qui m'a dit ça. Moi, j'assume complètement d'avoir plein de gens derrière moi. Vraiment, j'assume. Vraiment, j'assume, je suis pas seule. C'est un moment où je me posais énormément de questions sur le devenir de ma personne. Et il m'a dit, Andrea, nous sommes tous des diamants bruts. Donc, ça veut dire que chacun d'entre nous a quelque chose de spécial. Et il me dit, ça dépend vraiment de comment est-ce que tu vas te tailler toi-même, en fait. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que tu vas saisir? Où est-ce que tu vas aller? Qu'est-ce que tu vas faire qui va te permettre de te tailler et d'atteindre tes objectifs personnels ou professionnels, en fait. Et il me dit, c'est toi qui dois prendre la décision. On peut tous te conseiller, on peut tous être derrière toi et tout. Mais qu'est-ce que tu vas prendre comme décision qui vont te permettre d'atteindre tes propres objectifs, en fait? Parce qu'on peut tous te parler, mais on ne fera rien à ta place. Quand il te dit ça, en fait, il t'invite à te poser 2 secondes, à réfléchir à Complètement. quelle est la facette de ton diamant que tu veux faire. Exactement, non, mais complètement. Et en fait, moi, je suis quelqu'un, à un moment donné, j'ai besoin de... Donc, je suis très dynamique, j'ai plein d'énergie, et parfois, je suis... Genre, pose-toi,
calme-toi et réfléchis un peu. Et j'ai des moments comme ça pendant 8 mois, je suis rush, je cours et tout. Et à un moment donné, pendant 2 mois, je suis juste off parce que j'ai besoin de Recharger. et souffler, quoi. Parce qu'il y a parfois beaucoup de sollicitations de un peu tout le monde. Et tu sais plus quoi faire parfois. Tu sais pas quoi faire parce que tu as envie de faire plaisir à tout le monde, parce que tu sais que les gens t'ont déjà beaucoup aidé, parce que tu es soutenu, parce que tic-tac. Puis parfois, tu n'as juste pas d'énergie à donner à qui que ce soit. Et tu te poses 1000 questions. Et dans ces moments, je me pose 1000 questions. Et dans ces 1000 questions, j'ai toujours de très bons amis autour de moi. Je suis très bien entourée. Ma famille m'entoure beaucoup. Et j'ai des amis proches qui sont beaucoup autour de moi. Et qui, parfois, me permettent de me remettre en question, de faire une introspection sur moi-même. Et ça, c'était une phrase à un moment clé où je devais prendre une décision claire sur comment est-ce que je vais réussir. Je me disais, je vais jamais réussir, c'est pas possible, en fait. Et il me parlait du fait de, c'est quoi la réussite pour toi, qu'est-ce que ça signifie, en fait. Est-ce que tu vois la réussite parce que tu as ça. Est-ce que c'est la société qui doit éditer ta propre réussite? Comment toi, tu vois ta réussite? Moi, pour moi, ta réussite, tu vois. Moi, j'étais là, ouais. Mais cette phrase, elle m'a marquée. Tu fonctionnes aussi comme ça, par cycle, Amélie? Oui, mais moi, ils ne sont pas de 9 mois. Ils sont beaucoup plus courts. 8 mois, je ne sais plus. Oui, je pense qu'on a des vies assez intenses. On bosse beaucoup, je fais beaucoup de sport. Et c'est vrai que si je bosse trop et que je ne fais plus de sport, je sais que j'ai... tu l'as dit, ça fait beaucoup de choses. J'ai besoin d'avoir un équilibre, en fait, d'être prendre soin de moi. Dormir assez, faire du sport, ou sinon j'ai souvent des migraines, donc je sais que je dois prendre soin de moi pour tenir le rythme et la cadence, et que si ça va pas, alors du coup j'ai 2-3 jours, un week-end souvent, où là je suis down, quoi. Mais j'imagine que ces moments de down, en fait, on les voit parfois comme des passages à vide, en fait c'est des passages assez riches qui permettent de redémarrer, pas des moments, quoi. c'est pas des moments down négatifs, c'est juste que je suis épuisée physiquement, je suis un peu malade 2-3 jours, des choses, ça m'arrive souvent. C'est plus le corps, c'est pas moralement, quoi. Oui, fatalement, des remises en question, j'en ai 50 sur une journée, mais j'ai pas des downs morales, quoi. C'est plus, tu donnes beaucoup et si tu fais pas attention à toi, t'es vite accumulé par le stress et un peu la vie... Oui, c'est vraiment ça. C'est pas des downs où tu es en dépression, c'est des downs où tu as besoin de respirer, quoi. De se ressourcer, quoi. Ouais, simplement, de récupérer, de refaire ta réserve d'énergie. Tu peux être sociable comme tu veux, mais parfois tu as besoin d'être seul. Ouais. Tu as besoin de t'isoler un peu. Courir dans la forêt, c'est le truc magique, quoi. Ça m'aide vraiment à recharger mes batteries et à avoir des idées, à réfléchir à tout ce que je fais. Il y a se reconnecter à son corps, se reconnecter à ce qu'il y a autour de soi. Enfin, voilà, c'est vraiment important. Questionne si tu ne comprends pas. Ouais, c'est une amie en fait, qui m'a dit ça il y a 1 an ou 2, à qui j'ai commencé à bosser, Jennifer de Baptiste. Souvent, en fait, si tu comprends pas, ou si tu bosses avec des consultants ou d'autres partenaires, mais t'oses pas trop parce que tu dis je vais l'air bête ou même... et au fait, elle m'a appris, non, dès que tu sais pas, questionne, remets en question. C'est pas toi qui as l'air bête, en fait. Si les gens savent pas t'expliquer, c'est qu'ils se mettent pas à ton niveau. Et on a tendance, surtout quand on est jeune ou peut-être quand on est femme ou qu'on a un peu manque de confiance, à dire oui et à pas trop comprendre, mais du coup on est bête parce qu'on gagne pas et on comprend pas et on peut pas s'élever, quoi. Donc c'est quelque chose que j'essaie d'inculquer aux juniors dans l'équipe, c'est que si je leur demande un truc et qu'elles ont pas compris ou qu'elles voient pas, il faut challenger parce qu'alors ça sert à rien, quoi. Ouais, c'est ça. Mais quand on sait pas, on sait pas. Enfin, quand on sait pas, on demande. Oui, ouais. Mais on a souvent tendance à rien dire, en fait. Oui, c'est ça qui est dommage. Je suis allée chercher l'info toute seule et j'aurais dû savoir. Et comment ça se fait que je sais pas? Et est-ce que je suis légitime si je ne sais pas? Ouais, mais où tu es dans ton board, où tu as des consultants ou des personnes tu sais, que tu payes cher ou qui ont un certain niveau, un statut, et tu dis, ah ouais, non, je vais pas avoir l'air bête. Mais si. Mais, et puis, il faut faire attention à des gens. Tu crois qu'ils savent des choses et en fait, ils ne savent pas non plus. Moi, il y a des phrases, par exemple, quand moi, je suis en milieu politique, il y a des phrases, je ne les comprends pas, quoi. Je dis, mais de quoi ils parlent? Et une fois, je parlais avec mon copain et je disais, mais ça veut dire quoi cette phrase? Tout le monde dit cette phrase, mais ça veut dire quoi? Et il me donne une définition. J'ai dit, non, je vais chercher cette définition. Et en fait, au final, quand j'ai cherché la définition,
mais ça voulait absolument pas dire ce que les gens voulaient dire. Donc parfois, les gens, ils répètent des choses ou bien ils font des choses. Ah oui, en politique. Mais oui, et il y a plein de gens, en fait, tu crois qu'ils savent certaines choses, mais tellement que tu as honte ou tu n'oses pas demander quand tu ne sais pas, ou bien tu n'oses pas dire je ne sais pas. Tu te crées un truc, tu mets une définition sur un truc que tu ne sais même pas expliquer toi-même. Et ça se répercute parce que tout le monde oui, le répète. Se donner les moyens de réussir. Ouais, c'est vraiment un peu mon mantra, c'est que faut croire en soi et se donner les moyens de réussir. Parce que si soi-même on n'est pas convaincu à 1000%, ben, on ne convaincra pas les gens et on ne réussira pas en entrepreneuriat parce que c'est quand même assez complexe et c'est quand même un mode de vie prenant. Et donc, il faut se donner les moyens de réussir et d'atteindre ses objectifs, quoi. Alors, tu dis se donner les moyens de réussir. C'est quand même différent aussi de se sentir complètement légitime, d'être débarrassé de son syndrome de l'imposteur. C'est plus autre chose, ouais. Construire quelque chose, quoi. Ouais, moi, c'est un mental fort, en fait. C'est un mental d'acier où tu veux tel objectif, tu as créé ta boîte, tu veux arriver à tel résultat. Tous les jours, je ne vais pas dire que tu te bats pour, parce que ça inclut la notion de difficulté, mais je veux dire, c'est des challenges, quoi. Alors, il y a du positif, il y a du négatif, mais c'est comme, moi j'ai couru quelques marathons, tu dois pas, c'est pas à la première difficulté que tu laisses tomber, quoi. C'est toi qui est le moteur, qui drive ta boîte et tu dois y aller, quoi. Et le marathon peut être un bon exemple parce que quand tu t'entraînes pour un marathon, tu te dis pas tout de suite, allez, aujourd'hui c'est parti, je fais 40 km, c'est plutôt, je commence par en faire 10, puis je l'essaye de les faire plus rapidement, ensuite je passe, enfin voilà. Tout à fait. C'est aussi l'idée de pouvoir se donner les moyens, c'est réfléchir quels sont les bons moyens. Il y a des moments où tu dois te poser, parce que sinon tu ne seras plus là au kilomètre 30 ou 40. Il y a des moments où tu dois être en sprint, parce que tu dois aller vite, tu dois sortir le bidule. Mais c'est un truc de longue haleine, en fait. Et donc, si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne travailles pas ton mental, si tu n'es pas bien entouré, etc., pour moi, tu n'y arrives pas. Donc, c'est vraiment, je veux dire, un mode de vie. Ouais. C'est ça aussi qui revient beaucoup dans tout ce qu'on a entendu de le marathon, vraiment ça. C'est-à-dire ça doit être, c'est sur le long terme, donc c'est vraiment apprendre chaque jour, trouver les bons équilibres, tester, se tromper, mais avoir bien en tête que ça va prendre du temps et que c'est tout droit, quoi. Donc faut pas s'épuiser trop vite. Clairement, ouais. Sinon, si t'es plus là dans 6 mois, les équipes et il y a tout qui, faut tout gérer, quoi. Aide-toi et le ciel t'aidera. Le ciel. Ouais, mais je pense que c'est un peu dans le même esprit que ce que tu as dit, de se donner le moyen de réussir. Je pense que on a tous des qualités, on a tous des choses, mais parfois on attend que ça nous tombe dessus. On ne travaille pas forcément. Moi, j'aime beaucoup la culture des personnes qui travaillent pour réussir ce qu'elles doivent faire. J'admire les gens qui travaillent. J'aime les gens qui travaillent. Voilà, j'aime les travailleurs. Non, non, mais pour moi, n'importe quel domaine que tu es dans, n'importe quel secteur, tu dois pouvoir te donner les moyens de réussir. Tu dois pouvoir mettre en place aussi des choses que... N'attends pas que les gens viennent te dire ce que tu dois faire ou comment tu dois le faire. Essaye déjà et tu vas voir que parfois, comme tu as dit, c'est une question de parfois t'attires aussi les choses vers toi. Parce que tu mets en place des choses pour les attirer vers toi, tout simplement. Enfin, si tu vas pas, par exemple, à tel endroit pour faire du networking, les gens de ce networking, ils vont pas forcément venir vers toi. Donc, tu vas, tu prends ta voiture, ou je sais pas, tu prends ton vélo, et tu vas... On se rend compte, tu prends le vélo. T'as vu comment Camille t'a regardé, Dis le vélo. Faut que tu ailles à cet endroit. Mais je pense qu'il faut quand même que chacun de nous prenne conscience de ses propres compétences pour soi-même d'abord, avant de les mettre à disposition des autres. Donc voilà. Écoute, je trouve que c'est une conclusion qui est pas mal. En tout cas, vous avez mis des messages assez positifs. Après, nous, sur d'autres émissions, on a parlé aussi des outils structurels, parce que c'est vrai que là, c'est important de parler du côté personnel, de comment on construit son réseau, de comment on avance, du mindset, etc. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi plein de réalités sociales et structurelles auxquelles tout le monde est confronté, et puis certaines personnes en particulier. Donc c'est vrai que
c'est bien d'avoir ce mindset-là quand on est dans une société où c'est pas justement toujours évident et où tout n'est pas mis en place pour que tout le monde ait ses chances de la même manière, de manière égalitaire et juste. Donc, courage à tous. Courage, mais visiblement, il y a clairement une voie pour y arriver. Donc voilà, allez-y, lancez-vous. Après, je pense aussi qu'il y a des gens qui se rendent pas compte de certaines opportunités aussi qu'elles ont, tout simplement. Et puis parfois, il y a des gens aussi qui pensent que comme t'as pas réussi ça, tu vas forcément être triste. Moi, je me rappelle quand j'étais pas passée en 2020, on me disait t'es triste et tout, nana. Et en fait, moi, j'étais ultra heureuse. Quand tu n'avais pas réussi ton année, c'est ça? Non, quand j'avais pas réussi les élections, on me disait t'es pas passé, c'est triste et tout. On me disait vraiment désolé. Et les gens ils m'écrivaient en me disant courage et tout, nanana. Et moi j'avais envie de leur dire mais les gars, je suis pas triste en fait. Là, je suis arrivée en 2018 à Bruxelles. J'ai les élections en 2019. C'est un miracle que je fais 14 000 voix. Et donc du coup moi j'étais très fière de moi. T'as vu le positif, t'as vu l'apprentissage, t'as vu les gens ils sont toujours en mode négatif. Non, n'oublie pas que t'es une femme noire et qu'il y aura des difficultés. J'en suis consciente, je me regarde tous les jours dans le miroir. Je sais que je suis une femme noire et je sais qu'il y a des difficultés liées justement au fait que je sois femme, noire, chrétienne, bref, tout ce que tu veux. Mais j'ai juste pas envie que ce soit ça qui m'empêche de construire ce que je dois construire en fait. Je me dis qu'il y a des choses il y aura des barrières, il y a une barrière sociétale, mais j'ai juste pas envie qu'elle domine ma pensée en fait. J'ai juste décidé, parfois c'est des décisions. La barrière, on l'escalade, on l'explose, on fait tout ça ce qu'on peut peut. Arriver. On a conscience qu'elle est là, mais voilà. Ouais. Il faut avoir conscience qu'elle est là, il faut avoir conscience qu'elle existe, mais il faut pas avoir peur d'elle. Il faut se dire, même si je dois casser avec ce petit crayon petit à petit. La persévérance paye. je vais finir par réussir, hein, même si ça prend 15 ans, mais... Après, il y a beaucoup de patience aussi. Et que ce soit dans la construction de réseau, que ce soit dans l'entrepreneuriat, il faut faire preuve de beaucoup de patience et de self-control. Sinon, tu peux devenir dingue, quoi. Bon, parfait. Merci beaucoup pour tous vos conseils. Alors, on a parlé réseau. On a l'habitude de terminer cette émission en trinquant à une femme qui nous a aidés, qui nous inspire, qu'on pourrait éventuellement inviter sur ce plateau ou pas, puisqu'on a vraiment eu des personnes qui ont remercié... de leur famille, voire même leurs enfants, des figures historiques, voilà. N'importe quelle femme à qui vous avez envie de trinquer. Est-ce que vous avez une idée? Amélie, est-ce que tu as une idée? Oui, moi j'en ai deux. Il y a Karine Maquet, c'est vraiment la personne qui m'a fait découvrir l'importance justement du réseau. Il y a Anne-Catherine Trinon, qui est aussi une entrepreneur que j'ai rencontrée il y a une dizaine d'années quand j'ai gagné un concours qui m'a ouvert au réseau, qui est maintenant en fait dans mon conseil d'administration. Donc c'est deux femmes entrepreneurs que j'admire beaucoup et qui je pense qui travaillent maintenant en plus. Ouais, clairement. Donc on boit leur santé voilà. Et on les note sur notre liste pour une saison 3. Et pour toi, Andrea? Moi, je pense que il faut pas les inviter. Tu sais quoi, moi, ça me donne déjà envie. Je sais même pas qui c'est. Challenge, là, on y va. Ma mère et ma sœur. Ma maman est une femme très, très courageuse. Elle bosse, c'est une bosseuse de dingue. Et elle est un exemple de persévérance, en fait. Elle est un vrai exemple de persévérance. Elle nous a toujours donné tout ce qu'on avait besoin pour pouvoir être la personne qu'on doit être. Et ma grande sœur, parce que c'est la personne qui m'écoute le plus pleurer au monde. Leur prénom, Laetitia et Blandine. Ah, Laetitia et Blandine. Laetitia et Blandine. Ah oui, c'est intéressant. Et voilà, c'est déjà la fin. Je sais que vous serez probablement triste d'entendre ça. Mais on va s'arrêter pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo-ci, des autres également. De regarder toute la première saison, ça c'est la deuxième saison. Donc il y a abonnez-vous, likez, la cloche, tout ça, enfin vous connaissez. Exactement. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Merci.